Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit dans mon mail, je vais essayer de vous faire un cours en vidéo. C'est un cours qu'on aurait dû faire ce mois-ci. C'est un cours qui n'est pas très difficile, donc je pense que ça va passer comme ça. C'est un cours sur la descente de charge. Je vous ai envoyé dans mon mail le fichier qui correspond à ce que je suis en train de vous montrer, et avec principalement des figures, et puis c'est à vous de compléter avec ce que je vais vous expliquer. Je vous ai envoyé aussi un TD à faire à la suite de ce cours. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, c'est des choses que vous n'avez pas compris. Donc on y va, on va parler de descente de charge. Alors descente de charge, on en a déjà parlé un petit peu au fil de l'année. Souvent c'était à la fin d'un calcul de neige ou d'un calcul de vent. Je vous disais calculer la descente de charge sur le portique. Donc en gros, calculer les charges qui sont reçues par le portique. Ça, c'est une partie de la descente de charge parce qu'on a d'autres choses à faire qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, définition de la descente de charge, en fait, c'est les charges qui arrivent sur un bâtiment, en général sur la toiture, le vent, la neige. On va calculer leur impact sur les barres, puis sur les poteaux, puis sur les fondations. Donc c'est pour ça qu'on parle de descente de charge parce que globalement, on va du haut vers le bas. Voilà, alors je vais essayer de vous expliquer sur un bâtiment classique, donc c'est le dessin que vous voyez, un bâtiment rectangulaire avec 4 portiques, donc 3 travées, qui servent donc à assurer la stabilité transversale, c'est-à-dire la stabilité, on imagine du vent par exemple dans ce sens-là. Vous avez aussi des contreventements, donc on en voit un ici, évidemment il y en a un autre de l'autre côté, qui vont eux assurer la stabilité longitudinale, imaginez du sens du vent plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, bâtiment classique. On va regarder un peu les différentes charges sur ce bâtiment. On a évidemment les charges permanentes. Donc les charges permanentes, c'est les charges qui sont dues au poids, c'est des charges qui sont toujours là, quelle que soit la météo, et qui correspondent donc au poids propre des profilés eux-mêmes, de ce qu'on va mettre en couverture, qui va être plus ou moins lourd, s'il y a des panneaux photovoltaïques ou pas, s'il y a de la toiture végétalisée, etc. Et puis éventuellement aussi le poids du bardage qu'on va mettre sur les murs. Donc voilà, cette charge permanente, c'est une charge qui est souvent en kilonewtons par mètre carré. Comme elle correspond au poids, elle est verticale vers le bas et elle est répartie ici par exemple sur toute la toiture. Dans les autres charges dont on va avoir à faire la descente de charge, on a aussi les charges de neige. Donc charge de neige, bon bah je vais pas vous redire tout le calcul, hein, mais c'est ce que vous savez faire. On calcule le SK0 selon la région, le SK, selon la forme du toit, on calcule le mu1, mu2, et bref, on en déduit la charge de neige en kilonewtons par mètre carré. Cette charge de neige, si on la représente sur le bâtiment, on imagine que ça c'est le bâtiment en vue de face, hein, c'est une charge qui est aussi verticale vers le bas, qui correspond au poids de la neige. La différence avec les charges permanentes, c'est que c'est une charge projetée. Donc on n'est pas ici sur toute la longueur de la traverse, mais on est sur la projection de la traverse. Et voilà pour les charges de neige. Voilà, donc jusque-là, rien de bien nouveau, c'est plutôt des rappels. On peut passer à la page 2. Excusez-moi, j'ai un problème de zoom. Voilà. La page 2. Alors, il nous reste à regarder ce qui se passe pour les charges de vent. Alors, je prends toujours mon bâtiment rectangulaire. Ici, j'imagine un vent transversal qui arrive comme ça. Sans faire tout le détail des zones, vous savez que la face qui est ici va être en pression, la face qui est à l'arrière est en dépression, et la toiture, ça dépend, mais bon, ici j'ai mis plutôt des flèches vers le haut, donc en dépression. Et les deux murs qui sont ici sur les côtés vont être en dépression. C'est pas les valeurs ici qui m'intéressent, c'est plutôt de regarder ces différentes charges que j'ai repérées en vert et en rouge, par quelle barre elles vont être reprises. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mes flèches vertes sur cette façade-là, sur le mur et sur la façade arrière, c'est des charges qui vont être reprises par les portiques. Parce que vous imaginez ici le portique central, on voit bien que les flèches appuient sur le poteau droit, ça, et les flèches ici sur la traverse du portique et les flèches là-bas sur le poteau gauche du portique. Par contre, les flèches ici en rouge, vous voyez bien qu'elles agissent directement sur le pignon avant et le pignon arrière, et que ces flèches, par rapport au portique ici qui est en façade,
elles agissent ce qu'on appelle dans le plan faible du portique, et que le portique, il est pas fait pour résister à des efforts dans ce sens-là. Le portique, il est fait pour résister à des efforts dans le sens des flèches vertes. Donc, ces charges rouges, qui sont les charges dans le sens longitudinal, elles vont pas être reprises par les portiques, mais elles vont être reprises justement par les contreventements, qui sont, je vous rappelle, ici sur les longs pans, et c'est bien pour ça qu'on met des contreventements. C'est pour résister à ces charges longitudinales. Donc, si on résume, je vais prendre maintenant séparément les charges sur les portiques, puis ensuite les charges sur les contreventements. Charges sur les portiques, finalement, rien de nouveau, c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année. J'ai mis ici un portique, j'ai fait la descente de charge sur le portique avec ce dont je viens de vous parler précédemment. Du coup, je retrouve ici les charges de neige, les charges permanentes, et ici les charges de vent qui sont celles dont je viens de vous parler. Pression ici sur le poteau droit, des pressions sur la traverse et des pressions sur le poteau gauche. Je suis bien sur le portique, donc mes charges ici sont en newton par mètre ou en kilonewton par mètre, mais en tout cas je suis, c'est ce qu'on appelle des charges linéaires. Je suis en nombre de newtons par mètre de traverse ou par mètre de poteau, et non plus par mètre carré. Comment on calcule ces charges? Bah, je rappelle, mais on l'a déjà fait ensemble, hein, on utilise la largeur de reprise des portiques. Donc vous vous rappelez que la charge, par exemple S en newton-mètre, c'est égal à la charge S en newton par mètre carré, calculée précédemment, fois la largeur de reprise, qui elle est en mètres. La largeur de reprise, je vous rappelle, quand vous avez un portique, ça correspond à globalement la moitié de la dimension de la travée sur sa gauche et la moitié de la dimension de la travée sur sa droite. Souvent, c'est égal à la dimension d'une travée, puisque ça va être une demi-travée plus une demi-travée. Voilà, ça c'est rappel sur les descentes de charge des portiques. Évidemment, les calculs sont les mêmes pour les charges permanentes et les charges de vent. On prend les charges calculées en newton par mètre carré qu'on multiplie par la même largeur de reprise. Bon voilà, je vais passer à la nouveauté du coup, c'est-à-dire les descentes de charge sur les contreventements. Alors du coup, juste pour rappel, cette fois je suis en train d'étudier des charges qui arrivent face au pignon ici, et qui sont dans ce sens-là ou dans l'autre, peu importe, mais en tout cas qui arrivent perpendiculairement au pignon. Donc je prends mon dessin ici en bas, donc du coup les flèches ici, elles vont vers l'arrière. Imaginez un vent ici longitudinal qui serait en pression sur la façade. On est bien d'accord que cette pression ici du vent, elle n'est pas reprise par le portique qui est ici, parce que je vous redis, par exemple, les IPE qui sont ici sont orientés du côté de leur plan faible et ne peuvent pas résister à ces efforts-là. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les efforts qui arrivent ici vont plutôt être transmis, alors d'une part aux fondations ici, d'autre part aux têtes de poteau, et puis la tête de poteau, via la barre qui est ici, va aller la transmettre aux autres barres ici dans la longueur, et puis surtout au contreventement, et c'est ça qui fait que on va résister à ces charges. Donc pour simplifier, on considère que l'ensemble des charges qui arrivent ici sur le pignon vont être reprises par une partie par les fondations, la partie du bas des poteaux, et une partie par ce qu'on appelle les têtes de poteau, c'est-à-dire la partie du haut. Et donc, pour faire simple, c'est un modèle, mais c'est un modèle qui est assez réaliste. On considère que les fondations reprennent la moitié de la charge et les têtes de poteau reprennent l'autre moitié. Vous comprenez bien que s'il y a deux poteaux, que ces deux poteaux-là reprennent la moitié de la charge, ça veut donc dire que chacune des têtes de poteau, ici, là, par exemple celle-ci, va reprendre finalement un quart de la charge. C'est comme si vous divisiez la surface du pignon ici par 4. Vous imaginez ici un quart de la façade. Toutes les charges qui arrivent sur ce quart de façade sont reprises par cette tête de poteau, par ce point-là. Même chose, la fondation qui est ici va reprendre un quart ici des charges et ainsi de suite. Donc voilà le principe. Page 3, on va faire un exemple ensemble, comme ça vous comprendrez mieux. Donc là, je vais page 3. Donc mon exemple, voilà. Donc j'ai pris toujours pareil, un bâtiment rectangulaire avec contreventement ici et certainement de l'autre côté. Et on a un vent transversal qui arrive ici, donc on a ici la face D et à l'arrière la face E. J'ai mis un peu des valeurs pour qu'on puisse calculer. Donc ici on a des travées de 6 mètres, le pignon a une portée de 10 mètres et la hauteur des poteaux est de 5 mètres.
on va partir sur un calcul de vent uniquement. Je vous donne le CPI, donc à l'intérieur on est à plus 0,2, on est en pression. Le QPZ est à 400 Newton par mètre carré. On imagine qu'on a fait le calcul de vent, qu'on a calculé les zones et les CPE10 et qu'on a trouvé 0,7 sur la face D et moins 0,3 sur la face E. Donc voilà notre point de départ. L'idée, c'est d'essayer de calculer quels sont les efforts qui vont arriver ici sur le contreventement, dus à ce vent transversal. Vous avez compris que pour avoir les efforts sur le contreventement, en fait, il faut avoir les efforts ici au point que j'ai appelé le point 1, qui ensuite vont se transmettre au contreventement, et puis également, de façon symétrique, les efforts ici sur le point 2, qui vont aussi être encaissés par le contreventement. Donc on y va. Si je regarde la phase D, bah, comme vous savez faire, on calcule le W, c'est-à-dire la pression surfacique qui arrive sur le mur ici. Donc c'est du CPE moins CPI fois QPZ. Ce qui nous fait pour la face avant CPE 0,7 moins CPI 0,2, donc ça nous fait 0,5 fois un QPZ qui fait 400, on est donc à 200 Newton par mètre carré. Ça, c'est la pression qui arrive sur la face D, en Newton par mètre carré. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est finalement à quel effort global ça correspond sur toute cette surface-là. C'est-à-dire que 1 mètre carré ici de mur reçoit 200 Newton, mais combien j'ai de mètres carrés finalement? Bah, il suffit de faire la hauteur 5 fois la largeur 10, donc je suis à 50. Et finalement, on peut considérer que sur ce mur, c'est comme si on avait une force qui arrivait globalement de 200 fois la surface totale, donc 5 fois 10. Donc on a globalement 10 000 newtons qui arrivent sur ce mur. C'est une charge répartie, c'est pas une charge qui arrive en plein milieu qui vaut 10 000 newtons, c'est une charge répartie. Voilà. Et du coup, avec ce que je vous ai dit précédemment, les fondations reçoivent la moitié des 10 000 newtons, les têtes de poteau reçoivent la moitié, donc 5 000 chacun. Et la tête de poteau que j'ai envie de regarder moi, là, celle-ci, va donc recevoir finalement le quart, c'est-à-dire 2500 newtons. C'est pour ça que j'ai marqué ici un F1 de 2500 newtons, dû à la pression du vent. Pour la face E, derrière, même chose. Face E, on a CPE moins CPI fois QPZ. Cette fois, le CPE vaut moins 0,3, moins 0,3, moins 0,2. Je suis à moins 0,5 fois 400. Du coup, je suis à moins 200 newtons par mètre carré. C'est la même valeur que la face D, mais en négatif. Du coup, mes calculs vont être les mêmes, hein, mais je vais trouver une force sur la face E qui fait moins 10 000 newtons, parce que c'est la même surface. Et quand je divise par 4, j'ai moins 2500 newtons. Donc, vous vous rappelez que le moins, quand on est en calcul de vent, veut dire en fait qu'on est en dépression. Donc, on s'éloigne du bâtiment. C'est pour ça qu'on a un effort là-bas qui part vers l'arrière. Si je zoome ici sur le long pan qui est ici et les valeurs que je viens de trouver, on trouve donc le schéma suivant. Au point 1, on a 2500 comme ça en pression, donc la flèche est orientée vers le bâtiment. Et au point 2, on a 2500 newtons en dépression, donc la flèche, entre guillemets, sort du bâtiment. Donc imaginez cette structure avec des barres articulées. Imaginez, vous poussez ici au point 1, vous tirez ici au point 2. J'espère que vous voyez que finalement tout ça va aller agir sur la croix qui est ici au milieu. Alors du coup, je zoome encore et je vais voir cette croix ici qui est au milieu. Vous imaginez ici 2500 newtons qui arrivent ici, qui poussent vers la droite ici, et 2500 qui poussent aussi vers la droite finalement. Donc au final, ces deux charges vont avoir le même effet et vont exercer un effort vers la droite de 5000 newtons, parce qu'au final les deux vont s'ajouter. Donc on va avoir 5000 newtons comme ça. Vous avez sur vos deux barres ici, j'ai mis deux couleurs différentes. Pourquoi ça? Parce que les deux vont pas du tout avoir le même comportement. Vous savez que la barre bleue ici va être en traction, parce que les 5000 newtons, l'effet des 5000 newtons, ça va plutôt être d'étirer la barre. Et inversement, la barre verte va plutôt être en compression.